Le roi Charles pénètre alors dans cette réunion ultra secrète au palais, déposant un lourd dossier rouge scellé sur la table, juste devant le prince. William, il ne prononce pas le moindre mot, pas d'ordre du jour, aucun avertissement, aucune explication, seulement un dossier, une date, et des visages figés qui comprennent que la couronne bascule sous leurs yeux en temps réel. Et sur la couverture de ce dossier rouge, le 14 novembre 2026, pour les connaisseurs de la famille royale, ce jour précis marque l'anniversaire du roi Charles. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message glacial, et la manière forte employée pour imposer cette réunion, dans un climat si lourd, en dit bien plus long sur ce qui se trame réellement en coulisses à l'intérieur du palais. La scène surpasse toutes les déclarations officielles, avant de creuser les détails. Si vous voulez analyser la couronne en profondeur, découvrez ce qui se trame derrière les grilles en vous abonnant à Crown Watch. Nous suivons chaque rebondissement de très près. Et croyez-moi, les révélations sur cette fameuse entrevue secrète dépassent l'entendement. C'est à ce moment précis que tout bascule. La Cour a passé 2 longues années à verrouiller la communication sur l'état de santé du roi Charles depuis février 2024, quand ils ont officiellement annoncé son diagnostic de cancer. La moindre révélation a été minutieusement pesée et enveloppée de mots très prudents, calculés pour sembler rassurants, sans jamais vraiment s'engager sur l'avenir. On nous répétait qu'il suivait sagement son traitement, qu'il continuait d'assumer ses tâches quotidiennes et qu'il réagissait très bien aux soins. Mais pourtant, le mot rémission n'a jamais été prononcé, pas plus que celui de guérison. Et en décembre 2025, quand Charles a annoncé qu'il allait lever le pied sur ses traitements médicaux l'année suivante, ses conseillers ont tout de suite parlé d'une simple étape préventive, soumise à des examens constants. Ce ne sont clairement pas les mots de quelqu'un qui s'en est sorti, c'est la formule prudente de celui qui gère une crise chronique. Pourtant, selon divers témoignages, cette mystérieuse entrevue s'est décidée en dehors de tout protocole officiel. Aucun secrétaire n'a envoyé d'ordre du jour. Personne ne savait combien de temps tout cela allait durer. Parmi les quelques visages convoqués figuraient le prince William, Catherine, la princesse de Galles, la reine Camilla, la princesse Anne et un comité restreint de conseillers de haut rang ayant une accréditation de sécurité ultra confidentielle. Une telle alliance montre bien qu'il ne s'agissait pas d'une simple séance de travail de routine. On ne convoque pas ces personnalités clés dans la salle du conseil privé pour de simples formalités. Et quand Charles est enfin entré, il a gardé le silence, il a glissé le dossier vers William, s'est assis, a croisé les mains et attendu. Le lourd silence de plomb n'a duré que de brèves secondes avant que William n'ouvre le dossier. Mais d'après des indiscrétions, cette tension était tout à fait calculée. Le roi tenait à ce que chacun prenne la mesure du séisme qui s'annonçait. Et le choc est venu de la date officielle, choisie pour le couronnement le 14 novembre 2026, jour même de l'anniversaire de Charles, un clin d'œil à sa propre naissance au palais de Buckingham en 1948. Planifier cette passation de pouvoir le jour même de l'anniversaire du roi n'a rien d'anodin. Ce n'est pas juste un symbole lointain ou une idée abstraite. C'est un calendrier très strict, conçu pour un moment précis, et chez les Windsor, ces échéances ne sont jamais confirmées sans une absolue certitude sur les conditions réelles qui les imposent. C'est là que les choses se gâtent. On dit que Catherine est restée complètement sans voix, pas surprise, mais profondément secouée. Elle et William avaient déjà sérieusement évoqué la possibilité d'une telle transition, mais voir une date fixe et réelle est bien différent de simple hypothèse. William aurait alors posé cette question brutale à son père: pourquoi maintenant? C'est le détail qui me choque le plus. Pourquoi maintenant, si les nouvelles de santé officielles sont tout à fait exactes? Si le roi traverse vraiment une phase préventive sans danger, et si la communication du palais reflète la stricte vérité, pourquoi acter le couronnement de manière si théâtrale? Pourquoi ce dossier scellé sous clé?
Pourquoi cette réunion secrète en urgence? Pourquoi ce lourd silence, les mensonges officiels et les actes officieux ne collent pas? Le contraste est saisissant. D'une part, on nous assure que le roi maîtrise son cancer et continue ses devoirs. D'un autre, on impose d'un coup la date du couronnement de William, avec une mise en scène qui transpire l'angoisse et l'urgence absolue. Ces deux vérités ne peuvent pas coexister. Soit la communication de la famille royale s'est montrée bien trop rassurante, soit ces préparatifs secrets relèvent d'une panique infondée. Et quand on connaît la maîtrise du palais sur sa communication, l'hypothèse la plus logique reste que la situation médicale est bien pire que ce qu'on nous avoue officiellement. Et ce ne sont pas de simples rumeurs de couloir. Un expert très informé, Robert Jobson, un chroniqueur de la couronne réputé pour ses sources fiables, a déclaré que Charles ne se remettait pas vraiment. En fait, il gère la situation et c'est une distinction cruciale ici. Gérer, cela veut dire traiter les symptômes, canaliser son énergie et sauver les apparences. Mais cela ne signifie absolument pas que le mal profond s'est envolé. Jobson souligne d'ailleurs que le palais s'accroche un peu trop à diffuser uniquement des nouvelles rassurantes dans ses Sefinen annonces officielles. Loin d'être une attaque personnelle contre Charles, c'est plutôt un constat lucide sur la façon dont cette vieille institution filtre l'information, surtout si l'on ajoute à cela les bruits de couloir selon lesquels la communication royale aurait demandé aux journalistes de minimiser l'extrême gravité de son état avant le grand déballage de décembre. On comprend vite le jeu. Le palais a choisi des mots apaisants sans jamais s'engager sur du concret. Parler de phase préventive, cela sonne mieux que traitement continu. Évaluer régulièrement, c'est bien plus rassurant que de dire qu'on ne sait pas. Mais aucun de ces éléments ne cache la vérité que tout le monde redoute. Et le refus obstiné de Charles de ralentir la cadence, malgré les supplications de ses propres médecins et de la reine Camilla, trahit une véritable urgence intérieure. Il sait son temps compter, il choisit donc de le passer entièrement à travailler. C'est sa décision. Mais cela explique aussi pourquoi les plans pour sa succession s'accélèrent en coulisses. Intéressons-nous maintenant au rôle actif de William dans cette affaire. Bien avant cette fameuse réunion, l'héritier aurait déjà orchestré des rendez-vous ultra confidentiels à Londres pour dessiner l'avenir de la couronne. Rien d'officiel là-dedans, c'était avant tout de simples échanges intimes avec des figures clés de l'État sur sa future vision du trône, le faste de son couronnement et la nouvelle forme de monarchie qu'il compte imposer. Selon les révélations du journaliste Rob Shutter, ces rencontres étaient capitales. William ne demandait de permission à personne pour tout planifier. Il était déjà pleinement à l'œuvre dans les couloirs. On l'appelle parfois le roi de l'ombre. C'est peut-être un peu fort, mais face à son attitude actuelle, l'expression n'est pas fausse. Pendant que Charles gère la façade et les dîners d'État, William pilote, en sous-main, les grandes orientations politiques du palais et les plans stratégiques à long terme. À 43 ans, l'héritier s'est préparé toute sa vie pour ce moment précis, et cette hâte à poser ses conditions sur la future gestion de la couronne prouve bien qu'il n'a pas l'intention de subir la passation. Il a déjà pris les devants. L'implication de Catherine est elle aussi cruciale. On sait qu'elle participe activement aux préparatifs du couronnement de William, en collaborant étroitement avec d'importants conseillers pour que chaque détail soit réglé à l'heure. Oubliez le faste officiel, c'est de l'organisation pure, validée d'ailleurs par la stratégie globale du roi Charles, pour baliser au mieux cette inévitable transition. La fameuse feuille de route de 5 ans confiée à William et Kate récemment montre bien que la cour anticipe un changement de règne bien plus rapide que prévu. Tôt que ce que l'on prétend officiellement, pourquoi planifier 5 ans à l'avance si l'on ne se doute pas que la donne va changer rapidement, que tous ces signaux concordent? Les pièces du puzzle s'assemblent sous nos yeux. La santé de Charles décline plus vite que la version officielle et William apprend déjà les rênes. Catherine, l'épaule discrètement dans l'ombre,
Même la date de la cérémonie a été fixée sous pli scellé, sans le moindre commentaire oral, ce qui montre bien que Charles voulait donner du poids à l'événement sans devoir verbaliser la douloureuse vérité. Quand William lui a demandé pourquoi maintenant, Charles est resté muet, fixant simplement ses mains dans les couloirs. On dit que ce silence disait tout ce qu'il y avait à savoir. Charles n'avait plus de mensonges réconfortants à offrir, juste la dure réalité. Il connaît l'échéance mais refuse de la prononcer, et dans cette pièce, tout le monde avait déjà compris la terrible vérité. Le temps presse, bien plus que ce qu'ils osent admettre publiquement. Mais il y a un autre dossier brûlant qu'il faut aborder. William ne va pas seulement récupérer une couronne, il hérite aussi des rancœurs familiales étouffées depuis trop longtemps. Les dossiers d'Andrew et d'Harry sont certes bien distincts, mais ils incarnent, l'un comme l'autre, de redoutables épreuves que Charles n'a jamais réussi à trancher une fois pour toutes. Pour Andrew, la rupture était pourtant évidente. Son amitié toxique avec Jeffrey Epstein, son éviction de la cour et le retrait de ses médailles, Charles a agi, mais la rumeur dit qu'il a subi d'énormes pressions en interne pour frapper encore plus fort. Plusieurs proches exigent qu'Andrew soit rayé de la succession et totalement banni de l'institution. William aurait été le partisan le plus féroce de cette ligne dure. Pour lui, Andrew méritait une mise au banc radicale, mais Charles a beaucoup hésité. Il se retrouve déchiré entre ses lourdes responsabilités de roi et son rôle complexe de frère aîné pour Andrew. Une source très influente au cœur même du palais affirme que Charles vit très mal cette situation. Son affection fraternelle pour Andrew vient court-circuiter les froides décisions de l'État. William ne s'encombre pas de ses doutes. Après tout, il n'est que son neveu, pas son frère, et sa priorité absolue reste de préserver l'image de la couronne. Et dès son accession au trône, il devrait trancher sans état d'âme. Ce sont des choix cruciaux que son père a toujours évités. Ce n'est pas un blâme envers Charles, mais le constat d'un clan divisé. La famille royale s'apprête donc à changer radicalement de visage sous la direction implacable de William. Du côté de Harry, la blessure s'avère encore plus profonde et douloureuse. Les rancœurs s'accumulent à coups de déballage médiatique et de mémoires explosifs. William a fini par tourner la page. Il refuse catégoriquement tout semblant de réconciliation de façade qui ne ferait que raviver d'anciennes et terribles souffrances. Les indiscrétions du début d'année le prouvent d'ailleurs, quand le roi a secrètement convié Harry et les siens à Highgrove en juillet, William est tombé de haut. Personne ne l'avait prévenu. Pour lui, son père se trouvait alors à Londres, mais Charles orchestrait ce rendez-vous intime en cachette, sans même prendre la peine de consulter son fils aîné. Un tel manque de transparence laisse des traces. Pour diriger le royaume, il faut d'abord maîtriser les secrets de sa propre famille. Être ainsi mis à l'écart prouve une chose. Charles prend encore des décisions personnelles, lourdes de sens sans en parler à son héritier direct. Ce manque de communication flagrant commence sérieusement à poser un véritable problème au sommet. Ce n'est pas une question d'ego ou de contrôle absolu, mais une transition royale exige une transparence totale et immédiate. La coordination exige des informations. Prenons du recul pour analyser la situation globale. Entre les dossiers confidentiels, ces rendez-vous cachés, les déchirures intimes et la santé fragile du roi, un constat s'impose. La couronne traverse les derniers instants d'une transition totalement subie, dictée par l'urgence plutôt que par une réelle volonté. Charles n'avait jamais envisagé de céder sa place si rapidement. Il a passé son existence à attendre la couronne. Pourtant, la maladie force aujourd'hui les équipes du palais à bousculer le calendrier. Désormais, le souverain fait tout son possible pour faciliter cette passation historique. La grande question est de savoir si le peuple sera informé de la vérité avant cette transition historique, car, pour l'instant, le récit officiel est habilement verrouillé, on nous sert de belles promesses et des discours flous sans vraie réponse. Pourtant, la réalité sur le terrain dessine un tout autre tableau. Les réunions de crise et les documents confidentiels se multiplient. Ce ne sont pas les habitudes d'une institution qui envisage sereinement l'avenir, c'est l'attitude d'un clan aux abois
qui se prépare au grand bouleversement et ce choc va survenir bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Le calendrier est arrêté le 14 novembre 2026, jour de l'anniversaire du roi Charles et du sacre de son fils. Un symbole fort et frappant. Ce souverain qui a tant attendu sa couronne verra son propre fils monter sur le trône le jour de sa naissance. Ce n'est plus une simple transmission de titres, mais un acte historique chargé d'une immense portée émotionnelle. Les proches du pouvoir le sentent, les conseillers s'activent, même Catherine le sait, et bientôt le monde entier saura. La vérité, les murs du palais restent muets, mais en coulisses, tout s'accélère. Et quand l'annonce officielle tombera, enfin, ce sera une surprise pour ceux qui ont suivi cette affaire de près. Ce sera l'éclatante confirmation des révélations du dossier secret. La couronne entame sa mutation historique et William se tient prêt. Reste à savoir si le reste du monde est prêt à affronter ce choc historique. Cette question mérite d'ailleurs qu'on s'y arrête de plus près, car l'enjeu s'avère colossal. Les Britanniques ont vécu durant 70 ans sous l'autorité rassurante d'une unique souveraine. Élisabeth incarnait l'ultime repère de la nation. Et même après sa disparition, la couronne restait profondément imprégnée de son immense héritage. Charles a reçu ce fardeau en héritage, au sein d'une institution bâtie pour une époque totalement révolue. Son passage sur le trône n'aura été qu'une longue transition, qu'on l'accepte ou non. Désormais, cette passation s'officialise de jour en jour. Pourtant, le grand public ignore presque tout des coulisses de ce processus. On perçoit souvent les sacres royaux comme de grands shows médiatiques, mais les véritables préparatifs débutent des années en amont, à l'abri des regards, là où Charles vient de pénétrer. Avec ce fameux dossier rouge derrière lui, se cachent des comités, des protocoles, des montagnes de documents juridiques. On y débat discrètement des dirigeants mondiaux invités, de la diffusion mondiale de la cérémonie, sans oublier le rôle complexe du Commonwealth, et de la gestion délicate des aspects purement religieux. Rien de tout cela ne se tranche à la va-vite, ni publiquement. Alors, quand une date commence enfin à fuiter, comprenez bien ce que cela cache. En réalité, c'est que toute l'immense machine de la monarchie s'est déjà ébranlée. Les cartons d'invitation restent au chaud, la foule ignore tout, mais en coulisses. Les verdicts sont tombés et les administrations clés ont reçu leur feuille de route. C'est exactement ce que cachait ce dossier scellé. Bien plus qu'une simple date, c'est le signal d'un engrenage huilé depuis des décennies. Et ouvrez bien les yeux, choisir ce 14 novembre n'a rien d'un hasard ou d'un simple hommage à l'anniversaire de Charles. Ce choix montre la vision brutale qu'il porte sur son propre règne. Cet homme a attendu son heure pendant des décennies entières, restant l'héritier le plus patient de toute l'histoire de la couronne britannique, plus que quiconque sur cette terre, et à peine installé sur ce trône tant désiré, le voilà déjà forcé d'en organiser la fin. Sacrifier son propre anniversaire pour sacrer son propre fils, c'est envoyer un message clair. Le destin de Charles et l'avenir de William sont indissociables. C'est rendre cette transition presque invisible, loin d'une fin tragique, pour en faire une suite fluide, mais cela rappelle surtout que le règne de Charles ne sera finalement marqué que par cet unique geste de transmission. Pensez-y, toute sa vie attendue vers cette couronne. Et pourtant, la mission la plus cruciale de son court règne sera désormais de planifier le moment précis où il devra y renoncer. C'est d'une ironie mordante, ce n'est pas le scénario rêvé, personne ne l'avait anticipé, mais nous y sommes, c'est la dure réalité, et ce séisme ébranle les fondations mêmes de la couronne. La famille royale n'est pas qu'un simple clan, c'est une véritable institution constitutionnelle. Elle s'ancre profondément dans les rouages politiques et juridiques du Royaume-Uni et du Commonwealth tout entier. Remplacer le roi va bien au-delà de la parade dorée. Cela enclenche mécaniquement une véritable avalanche de protocoles constitutionnels, nouveaux timbres, pièces de monnaie inédites, serments réécrits, nouveaux titres, même l'hymne national et les prières officielles changent. Et les textes de loi doivent être modifiés, un chantier colossal
qui se déroule en ce moment précis, dans le secret le plus total. Alors, quand des rumeurs évoquent une abdication rapide, ne pensez pas qu'il s'agit seulement d'entourer une case sur un calendrier. C'est un bouleversement complet des fondations même de l'État. Et si les préparatifs ont débuté si tôt, c'est que le palais veut à tout prix éviter le chaos total. Ils exigent une transition chirurgicale. L'objectif est que le peuple se réveille un matin sans rien remarquer, alors que tout a déjà basculé. Voilà leur plan secret, mais ce jeu est risqué, plus le silence est lourd. Plus il devient impossible de maîtriser l'histoire quand la vérité éclate. Et cette vérité commence justement à suinter les notes de briefing secrètes, les comptes rendus des rendez-vous intimes de William, les rapports alarmants sur l'état de santé du roi. Rien n'arrive par hasard au palais. Chaque fuite suit un tracé bien précis. L'info glisse vers des journalistes triés sur le volet pour guider l'opinion publique en note. Direct bien avant les moindres communiqués du palais, c'est là que le spectacle devient fascinant. Nous voyons la frontière entre le mensonge officiel et les secrets d'alcôve s'effriter lentement. Le voile n'est pas levé et les zones d'ombre persistent, mais le décor se dessine nettement. La trajectoire saute aux yeux, la seule inconnue reste de savoir quand l'annonce officielle tombera enfin. Des murmures dans les couloirs suggèrent un communiqué d'ici quelques mois, tandis que d'autres préfèrent attendre la toute dernière minute. Mais l'existence même de ce calendrier secret prouve que le sort du roi est déjà scellé. Seul le timing de la révélation reste à trancher. Et ce choix crucial dépendra de plusieurs facteurs clés: la santé de Charles, le climat politique, la colère populaire et l'instant idéal pour étouffer toute panique générale. Mais le temps ne s'achète pas éternellement. On ne peut pas museler le destin, tôt ou tard. La vérité éclate et le peuple découvre le pot aux roses. Alors, chacun repensera à ses silences pesants, à ce dossier rouge scellé, à ces questions évacuées d'un revers de main. Tout s'éclairera brusquement. Ils vont voir l'engrenage, la froideur des préparatifs, cette inéluctable fin, et ils verront bien autre chose. Le monde verra alors un roi ayant affronté l'instant le plus difficile de sa vie dignement, sans jamais prononcer de grands discours ou de vaines annonces. Juste un homme, assis dans l'intimité, face au sien, confiant ce lourd dossier à son fils, et ce n'est pas de la faiblesse, c'est la force pure, l'acceptation absolue. Voilà le véritable leadership, car régner ne veut pas dire s'accrocher pour toujours. Parfois, le plus dur est de savoir enfin lâcher prise, et Charles, malgré l'immense douleur, semble prêt. Il sait que la couronne le dépasse. Il sait aussi que l'avenir appartient désormais à son fils William. La meilleure décision qu'il puisse prendre aujourd'hui est d'assurer une transition sans le moindre accroc. Alors, quand le 14 novembre 2026 sonnera enfin et que la couronne sacrée sera posée sur la tête de William, ce choc n'aura rien de soudain. Ce sera le dénouement inévitable de ces longues heures passées dans le secret. Là où cette fameuse mallette rouge a été ouverte, ce sera le point final d'un grand chapitre, ouvrant immédiatement la page suivante. Ce lourd silence imposé par Charles dans ce bureau sera bientôt brisé par la foule immense d'une abbaye tout entière célébrant l'avènement du nouveau souverain. Car la monarchie doit vivre, elle survit toujours, mais elle avancera sous un jour nouveau, portée par un autre destin, confrontée à un tout autre ensemble de combats, et les quelques témoins présents dans ce salon secret, ayant vu ce dossier s'ouvrir, n'oublieront jamais ce basculement historique, loin de la foule, loin des objectifs indiscrets, dans l'ombre étouffante d'un tête-à-tête intime, en transmettant le fardeau suprême à son fils sans prononcer une seule parole. C'est cela. L'image marquante, c'est l'histoire et la vérité nue, tapis derrière les communiqués glacés et les promesses rassurantes de façade. Le grand passage est
Enclenché, le calendrier est arrêté et la couronne avance déjà, que le monde y soit préparé ou non,